Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de filles. Chaque semaine, je reçois une fille unique en son genre pour parler sans tabou de mission de vie, de galère, de déclic ou non, de féminin, de maternité ou pas, tout ça. Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffée et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création éditoriale qui accompagne les entreprises engagées s'adressant aux femmes. Aujourd'hui, je reçois Clémence Coglan. Clémence est une des fondatrices de Chance. Chance se définit, je les cite, comme une start-up sociale qui utilise le meilleur du coaching humain et de la technologie pour célébrer ce qui nous rend uniques et nous mener au travail qui nous mérite. Mais si j'ai interrogé Clémence aujourd'hui, ce n'est pas tant parce qu'elle est à l'origine de ce projet vertueux, mais plutôt parce qu'elle assume totalement le chemin qui l'a menée vers son hypersensibilité et les conséquences concrètes que cela a eues sur sa vie professionnelle. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonjour Clémence. Dans une vidéo présentant Chance, on entend ton associé Ludovic de Gremard et ensuite toi dire, je cite, « Ce que je souhaite, c'est que les gens ne réalisent pas à la fin de leur vie qu'ils avaient des talents qui leur étaient totalement invisibles. » Et puis toi, ensuite, tu enchaînes Clémence en concluant, « Chance, c'est une sorte de raccourci pour éviter le regret de ne pas avoir pu faire des choses qui étaient importantes pour eux, quelque chose qui les éclatait. » Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bonjour Anne-Laure. Bonjour Clémence. Effectivement, c'est le credo de Chance. Ça part de notre histoire à tous les deux. Ludovic, de son côté, c'est son expérience de recrutement qui lui a montré que finalement beaucoup de gens ne savaient pas ce qu'ils voulaient, ce qui les empêchait d'avancer et du coup ça les empêchait d'atteindre la mission sociale de Chance, qui est de travailler sur la mobilité sociale. Et moi, ça fait partie de mon histoire. Je suis quelqu'un de profondément généraliste, profondément curieux, ce qui sur le papier est sympathique. En réalité, ça veut dire que le choix, pour moi, c'est compliqué. C'est même très compliqué. Et du coup, j'ai fait une série de non-choix plus jeunes qui m'ont montré que c'est sympathique de faire soit comme les autres, soit comme on estime que je devrais faire. Mais in fine, ça ne parle pas de soi, ça ne parle pas de ce qu'on aime réellement faire, ça ne parle pas de ce potentiel qui peut-être qu'on a et qu'on n'en a pas nécessairement conscience, et que ce serait trop dommage d'arriver à et fin de vie et de se dire mais en fait j'ai pas suivi ce que mon intuition et ce que j'avais vraiment envie de faire et d'atteindre dans cette vie. D'accord. Et donc vous avez monté Chance il y a combien de temps maintenant? Ça fait 6 ans de recherche sur comment, en toute humilité, régler le problème de la mobilité sociale. Voilà. Et on part du postulat que pour permettre la mobilité sociale, pour éviter que certains soient laissés sur les bancs de la société, permettre à tous ces gens qui n'ont pas eu de chance d'une certaine façon d'y arriver. Après, chacun met ce qu'il veut derrière le mot arriver, mais le postulat de base, c'est de dire il ne peut pas y avoir de mobilité sociale si les gens ne sont pas performants dans ce qu'ils font, quel que ce soit. On ne peut pas être performant si on n'est pas engagé. Voilà. Donc notre combat, c'est de permettre à chacun, qu'importe son passé, qu'importe qui il est, qu'importe son statut social, etc., d'être engagé dans ce qu'il fait, car c'est comme ça qu'il va pouvoir être performant et s'épanouir et grandir. Donc, ce qui différencie Chance d'un bilan de compétences classique, c'est la technologie, c'est l'engagement. Waouh, c'est plein de choses. C'est le fait de commencer par la personne. C'est d'arrêter de mettre d'abord les compétences et souvent la géographie au centre, mais de mettre la personne au centre, c'est-à-dire qui elle est, ce qu'elle aime, ce qui l'énergise, ce qui fait qu'elle est heureuse de se lever le matin, ses réussites, ses forces, ses doutes, ses croyances, toutes ces choses qu'on a tendance à ne pas nécessairement regarder. Or, c'est le principal, parce que l'engagement vient de la motivation, donc il faut d'abord regarder ce qui nous motive avant d'aller voir tout ce qui est de l'ordre de je suis capable de j'habite ici, etc., qui sont encore une fois des choses derrière lesquelles peuvent se cacher un certain nombre de croyances d'ailleurs, comme il est hors de question que je bouge de Paris, et puis finalement en fait si carrément c'est tout à fait possible si on trouve ce qui vraiment nous éclate, comme je disais dans la vidéo. Peut-être qu'un déménagement n'est pas si insurmontable tout d'un coup. Voilà, donc c'est vraiment partir de la motivation pour ensuite aller vers
la compétence et le pragmatisme, on va dire, d'une part. D'autre part, c'est aussi le fait que on prend le meilleur, d'une certaine façon, de la technologie d'un côté et puis de l'humain de l'autre. Et pas de n'importe quel humain. On parle de coachs professionnels qui sont des gens qui sont donc des spécialistes du questionnement et de la reformulation et des spécialistes d'aider les gens à aller chercher leurs réponses. C'est pas un conseiller, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond et ce sont des personnes qui sont formées pour aller chercher ces fameuses croyances limitantes, mais aussi ces fameuses aspirations profondes et autres. Ça, c'est un pan de notre stratégie qui est parfaitement qui s'équilibre et qui se complémente et se complète avec la partie technologique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la technologie permet plusieurs choses. La première, c'est le fait de se préparer en autonomie avant d'aller voir son coach. C'est préparer le terrain, c'est-à-dire se poser un certain nombre de questions à son rythme, en ligne, tranquillement, avec un certain nombre d'activités, un certain nombre de tests de personnalité, un certain nombre de choses qui font que du coup, les moments avec le coach sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus straight to the point, ça ne vient pas en français, désolé, et donc voilà, des moments avec le coach beaucoup plus optimisés parce qu'on aura fait ce travail préparatoire en ligne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le coach, il n'est pas omniscient. Il ne peut pas connaître l'ensemble des métiers du monde, c'est pas possible. Et la technologie, elle a cette capacité à aller chercher, à pouvoir présenter de l'information structurée pour que la personne puisse se renseigner, s'informer sur un certain nombre de possibilités, ce qui est un des barrières que les gens rencontrent quand il s'agit de réfléchir à leur carrière professionnelle, c'est le fameux je sais pas ce qui est possible, donc par définition, je vais pas me poser la question de si moi je peux le faire. Voilà. Et la troisième chose, c'est la donnée. La donnée qui est collectée tout au long du parcours et qui nous aide à rendre l'expérience de manière générale la plus personnalisée possible en fonction des réponses des talents. Les talents, ce sont les utilisateurs de chance, mais aussi permettre d'aller proposer des choses qui sont très adéquates par rapport aux besoins de la personne. Par exemple, on a développé un outil qui permet sur la base des moteurs de la personne, ce qui vraiment l'énergise au quotidien, donc ces verbes d'action qui font qu'on perd la notion du temps, on va pouvoir proposer un certain nombre de métiers, de suggestions de métiers qui pourraient lui aller. Toi, en tant que participant, tu remplis des questionnaires, des QCM? Alors concrètement, c'est une plateforme en ligne sur laquelle il y a un certain nombre d'activités dans un ordre donné, parce que c'est une méthode, il y a toute une méthode. D'abord, il y a l'introspection, donc c'est toute la partie poser les choses sur la table, se redécouvrir, ou même se découvrir parfois. Donc voilà, dans un ensemble d'activités rythmées par les séances de vidéo coaching. Première étape, l'introspection. Deuxième étape, c'est l'exploration, c'est-à-dire on applique tout ce qu'on a appris pendant cette première partie sur soi, et on l'applique dans le monde du travail sous 4 angles qui sont le métier, c'est-à-dire ce que je veux faire au quotidien, à ne pas confondre avec l'environnement, c'est-à-dire le comment je veux le faire au quotidien, seul, en groupe, quel type de boîte, quel type de hiérarchie, etc. La finalité, c'est-à-dire le pourquoi je veux travailler au quotidien, donc ça peut être une cause, ça peut être un public, ça peut être un secteur, qu'importe. Et enfin, un dernier qui est soit surestimé, soit sous-estimé en fonction des gens, qui sont les contraintes personnelles. Qui sont, en l'occurrence, où est-ce que j'habite, mon niveau de salaire nécessaire, les horaires que je dois avoir pour X ou Y raison, un parent malade, des enfants, une famille à gérer, etc., etc. On n'est pas 2 personnes, on est une seule et même personne au boulot comme à la maison. On doit prendre la personne dans son ensemble de manière holistique, et donc c'est ces 4 piliers qui doivent former un projet professionnel. Donc les chances, un projet professionnel, c'est l'addition ou la mise en commun de ces 4 piliers. C'est un travail pour une cause, dans un environnement de travail avec un certain nombre de contraintes, ce qui implique bien sûr des concessions parfois, mais ce qui vraiment permet qu'un projet et le choix de ce projet devient vraiment conscient à partir du moment où on a pesé le pour et le contre de chacun de ces piliers et qu'on est conscient et serein et on sait pourquoi on est en train de faire ce choix et on est en train de choisir donc un projet qui sera pas celui qu'on regrettera dans 6 mois. C'est un peu, pour moi, chance, c'est un raccourci dans le sens où on peut atteindre cette capacité à savoir vraiment ce qu'on veut en faisant plein d'expériences, etc. Mais ça prend du temps, de l'énergie. Parfois, ça peut avoir des conséquences très néfastes sur sa santé psychique, physique. On en a certainement tous autour de soi, des burns, des bords, bref, plein de choses. Mais c'est aussi cette volonté de ne pas
regretter, c'est-à-dire se lancer et puis dans 6 mois dire ah mais pas du tout en fait, je me suis complètement plantée. Ça moralement c'est très dur, ça fait un gros coup sur la confiance en soi, c'est de l'argent encore une fois gaspillé, c'est du temps gaspillé, de l'énergie gaspillée, donc stop, voilà, stop, arrêtons de faire ça, prenons le temps, un tout petit peu en tout cas, de reculer pour mieux sauter. Et tu m'as parlé d'un changement, enfin d'un virage, au sein de Chance il y a 3 ans. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, alors pour ça je vais avoir besoin de revenir un tout petit peu en arrière. Vas-y, vas-y. Donc effectivement, Chance a eu plusieurs vies, c'est-à-dire que ouais, résoudre, enfin tenter de résoudre le problème de la mobilité sociale, on s'en doute, on n'y arrive pas du premier coup. Donc on a fait plusieurs tentatives. On a fait plusieurs tentatives. Et il y a 3 ans, on a réalisé qu'on était parti un petit peu off track, c'est-à-dire on commençait à devenir, en l'occurrence à ce moment-là, plutôt un chasseur de tête de personnes peu qualifiées, ce qui n'arrivait pas, ne permettait pas pour nous d'atteindre notre vision, qui est réellement la mobilité sociale. Ouais. Et donc on a décidé de changer, de repasser B2C en l'occurrence, d'ouvrir et pas seulement prioriser les personnes peu qualifiées, qui est notre intention finale, c'est l'intention finale de Chance. Néanmoins, l'idée de l'ouvrir à tous, parce qu'on s'est rendu compte que si on faisait pas ça, si on créait un service, un produit dédié pour la faire très courte et très schématisée aux pauvres, eh bien en fait on les stigmatisait, ce qui est quand même l'antithèse de ce qu'on essaye de faire. Donc ça a été un moment, un grand choc, parce que ça a eu des impacts évidemment sur la société. On a dû repartir littéralement avec beaucoup moins de gens. On était quand même 60 à l'époque, et Vous c'est êtes pas passé simple. à combien? Vous êtes passé à combien du coup? On est passé à 8. Ah oui, quand même, d'accord. On est passé à 8, en sachant que c'était nécessaire pour pouvoir atteindre cette vision, et ça reste une décision qui a été très dure. Ça a été un gros choc pour Ludo comme pour moi en l'occurrence, mais ça nous a resserrés, et ça nous a aussi permis de relancer Chance tel que maintenant en tout cas on l'imagine, c'est-à-dire un produit profondément tourné vers les utilisateurs et beaucoup plus en adéquation avec l'intention de base. Donc ça, c'était un gros tournant dans l'histoire de Chance. Ça a été aussi un gros tournant pour moi personnellement, parce que j'ai eu mon fils à ce moment-là, qui a été un moment, du coup, tout s'est un petit peu enchaîné. Ouais. Tu devances mes questions, j'allais. Ah bah merveilleux. Ah bah alors je m'arrête alors. Mais non, tu rigoles. Non, mais c'est super justement, parle-nous de l'arrivée de ton enfant et quelles conséquences ça a eu en fait, sur Chance et sur ta vie à toi? Plein, c'est la réponse. Ça, c'est la réponse. C'est la réponse courte. La réponse longue, c'est donc comme je disais au début, c'est vrai que étant généraliste et ayant du mal à faire des choix, j'ai fait mon fameux triptyque de l'indécision, à savoir bac ES, école de commerce, on ne se ferme pas de porte, puis conseil, enfin en l'occurrence banque d'affaires, donc Ouais. très très loin de ce que je fais aujourd'hui, clairement, et donc difficile de faire des choix, et je reviens en arrière. Je fais exprès, hein, ça va aboutir. Et donc quand on a commencé Chance, enfin plutôt quand j'ai commencé à aider Ludo au départ, parce que c'était voilà, j'étais en mode bon, je t'aide le week-end, le soir, très bien, super. Puis au bout d'un moment, il m'a dit mais viens, on fait ça ensemble. Et là j'ai pris ma première décision. C'est pour ça que je dis ça. J'ai pris ma première décision sur, donc comme on se rappelle des 4 piliers, sur la partie finalité, la cause pour laquelle j'avais envie de passer de mon temps et de mon énergie, à savoir donc la mobilité sociale. J'avais aussi compris que l'environnement de travail qui me plaisait, c'était les équipes, en l'occurrence pas trop grosses, très très dynamiques, beaucoup de boulot, hein, banque d'affaires, start-up, on comprend qu'il y a un lien. Et par contre, sur le métier, j'étais au niveau je faisais naturellement, j'avais repris un peu la fonction DAF, CFO, voilà, parce que j'avais fait de la finance avant. Mais je savais profondément que c'était pas ça que je voulais faire. Le lien avec l'arrivée de mon fils, qui est aussi concomitante avec le pivot, c'est que ça a été un électrochoc pour dire en fait, ok, super, je sais pourquoi je fais ce que je fais, je sais que je le fais avec des gens avec qui j'ai envie de le faire. Par contre, j'aime pas ce que je fais au quotidien. Et ça, notamment avec l'arrivée d'un enfant, c'est plus possible. Ouais. On peut pas d'un côté mettre son enfant à la crèche et de l'autre passer ses journées à faire un truc qu'on n'aime pas. Même si, et ça c'est le risque aussi des boîtes à mission, c'est-à-dire être tellement consumé par la mission qu'on oublie que le quotidien et les tâches quotidiennes sont aussi importantes pour avoir une carrière saine, et donc de faire un peu ce qu'il faut pour que ça marche, mais en réalité il faut aussi parfois repenser un petit peu à soi et comment on peut soi-même contribuer au mieux à cette cause dans la durée.
Voilà. Donc c'est ça ce qui s'est passé. Après, la naissance de mon fils a été aussi un moment qui a abouti sur ma reconversion personnelle, mais qui a été un moment dur également, dans le côté très positif de la chose, évidemment. Dur parce que ça veut dire tomber enceinte quand on est cofondatrice d'une société, c'est compliqué. Il y a un côté culpabilité. On sait que c'est pas la même chose. Un enfant, une boîte, c'est pas la même chose. Néanmoins, il y a un impact et on le sait de partir en congé mat, etc. Donc il y a une culpabilité consciente et inconsciente qui est là et qui est pas simple à gérer. On se dit ouais, il faut que je sois superwoman, à la fois enceinte et entrepreneur, ça va le faire trop bien. Qui a quand même abouti au fait que moi j'ai accouché 2 jours après que je me sois arrêtée. Ah oui, donc t'as même pas eu le temps de souffler. T'as même pas eu le temps de souffler en fait. Non, il est arrivé 2 semaines en avance et puis j'ai fait la bêtise de dire et de croire que j'étais superwoman. Et non, en fait, pas du tout. Gros mur. Et pourquoi tu pensais, à ton avis, pourquoi tu t'es dit, parce que tu penses que tu avais des modèles, que tu étais influencée par le fait de se dire, il y en a qui arrivent, je vais y arriver aussi, ou il y a pas de raison que ça. Qu'est-ce qui fait que tu t'es Ouais, sentie Wonder Woman? c'était plutôt la deuxième option. C'est plutôt, voilà, je suis enceinte, je suis pas malade. C'est pas parce que je suis enceinte que je peux pas avancer dans ma vie pro par ailleurs, etc., etc. Donc un certain nombre d'injonctions que je me suis mis toute seule, hein, comme une grande, et que j'ai payé un peu de plein fouet à l'accouchement et surtout juste après, quoi, avec un énorme baby blues interspatial Ouais, ma pauvre. qui a duré 2 mois et voilà. Et donc voilà, c'est à ce moment-là qu'on comprend que vraiment il faut se reposer, il faut penser à soi. Enfin, c'est tout ce concept-là c'est très bien d'œuvrer pour quelque chose de beau et j'en suis, c'est un vrai driver au quotidien, mais s'oublier n'est pas une option en fait, c'est pas possible. Et Et donc pendant ces 2 mois, tu as réussi à te dire, «En fait, là, je ne peux pas gérer, ma boîte, je mets ça de côté», ou tu as quand même lutté jusqu'au bout? j'ai pas eu le choix en fait. Ouais. J'étais vraiment dans un état où je me souviens un jour où j'ai eu un coup de fil de Ludo et je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Je ne comprenais rien, vraiment rien. D'accord. Je sais pas, capacité cérébrale qui était réduite à néant parce que j'étais dans un état où il fallait que je me concentre sur autre chose à ce Ouais, moment-là. mais je pense que ton cerveau te disait: «Stop, en fait, arrête, Voilà, maintenant exactement. tu Arrête. déconnectes, tu décroches». Déconnecter, prends le temps de tomber amoureuse de ton enfant parce que ça aussi, on entend aussi pas mal de choses sur ce côté-là. Moi, ça s'est pas venu d'un coup, ça a pris du temps et voilà, il Non, mais fallait tu le as temps raison de que. le dire. Enfin, moi, je crois pas du tout à l'instinct maternel, de toute façon, donc Eh bien, moi non plus, je sais pas le dire, mais maintenant que tu en si, parles, si, 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 mais je voulais si, pas choquer, mais voilà. Donc, détruisons les tabous. Moi, en ouais. l'occurrence, avec mon fils, il a fallu que je tombe amoureuse. Je me souviens même très, très, très clairement quand je suis revenue dans ma chambre après l'accouchement. Je me suis dit, mais c'est marrant comme, j'ai toujours été très attirée par l'adoption, en l'occurrence, mais là, à ce moment-là précis, je me suis dit, mais trop facile l'adoption, en fait. Je peux le Ouais. faire. Et j'ai pas du tout. Il s'agit de tomber amoureux, donc on peut le faire avec son fils biologique ou sa fille biologique ou avec n'importe quel enfant, en fait. C'est Ouais. vraiment ce que je me suis dit à ce moment-là. Donc c'était vraiment compliqué. Et puis ouais, l'allaitement compliqué. Et le besoin très fort de se retrouver avec des gens qui ont vécu ça il y a pas très longtemps. Est-ce que je l'avais pas à ce moment-là parce que j'étais partie en croyant que ça allait me faire du bien, mais Ouais. erreur, il fallait rester bien entouré et de bien pouvoir en parler et comme ça de se rendre compte qu'en fait non, pas du tout, ça arrive à plein de gens et c'est pas du tout problématique, nous ne sommes pas une mauvaise mère pour autant et voilà. Mais ça me parle beaucoup ce que tu dis. Moi, j'ai fait un énorme baby blues à la naissance de mon troisième, enfin de ma dernière fille là, il y a 6 mois maintenant, et c'est vrai que on se sent, profondément, seul, et je pense qu'il faut savoir rapidement dire en fait ça va pas vraiment, c'est pas juste aujourd'hui que ça va pas, et là je vais avoir besoin d'aide, et je pense que quand tu enclenches ça, ça va pas dire que ça va aller mieux, mais au moins tu te dis, ça je fais tout pour essayer de, tu vois, de te dire que ça va passer, même si ça met du temps à passer, hein. Mais Ça met du temps, ouais, ouais, ça met du temps, hein. ouais, ça met Et tu as carrément du raison, temps. il faut en parler. Il faut en Ouais. parler, c'est le seul moyen, absolument. Et moi, depuis, je fatigue un peu mes amis avec ça. Et on me dit parfois d'ailleurs, arrête, elle est enceinte de son premier enfant, tu vas la faire flipper. Ouais. Je dis, bah non, mais justement, enfin, je veux dire, c'est le moment ou jamais de dire, attention, tout n'est pas rose, c'est faux. Et surtout, appelle-moi. Enfin, c'est juste ça, Ouais, appelle-moi. et Et ça surtout marche, les gens c'est m'appellent. ouais, bah, c'est bien. Ça veut dire que tu les as pas tant traumatisés que ça, et C'est ça.
Je trouve qu'en plus le baby blues, enfin en plus je trouve que le baby blues c'est le gentil mot pour parler d'une quand même d'une petite dépression, on va quand même pas se mentir. Ouais. Enfin tu vois, je sais plus moi, on m'avait tellement dit: «Ouais le troisième il passe tout seul», et cetera et puis en fait quand j'en ai parlé à mes copines qui avaient 3 enfants, elles m'ont dit: «Ah non, non mais en fait, pas du tout». Pas du tout. Voilà et puis, oui en fait le baby blues, enfin, il faut que j'arrête d'appeler ça baby blues mais c'est quelque chose, en fait tu décides pas, c'est pas parce que tu as plein d'enfants que tu l'auras pas à un moment ou c'est pas parce que tu l'as eu une fois que tu vas l'avoir la deuxième fois. Enfin tu vois, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte que c'est, Bah, voilà quoi. c'est ça, c'est la grande réalisation, c'est qu'il y a zéro règle. De la même façon, si je fais un parallèle un peu chelou, mais quand même, je vais le faire, Vas-y, qu'il n'y a vas-y. pas de règle professionnelle, il n'y a pas de parcours parfait, il n'y a pas de job parfait. On le vit différemment, on est différents profondément, et il faut voir ce qui nous va nous, et voilà. Mmh Et c'est ça qui est et beau, hein. et toi Clémence donc, tu as eu 2 mois, où en gros tu as débranché, où tu as pas eu le choix Ouais. et comment s'est passé le retour? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, moi, je l'attendais avec impatience, à ce moment-là, parce que après un gros baby blues, on a ce besoin de revenir à une sorte de quelque chose qu'on connaît, en fait, se raccrocher à Ouais, quelque chose qu'on connaît, qui fait beaucoup, beaucoup moins peur que la maternité. C'est de loin, c'est de loin beaucoup plus simple pour moi de bosser à ce moment-là, que d'être dans un congé mat. Donc, j'ai repris doucement, puis, il était à la crèche et moi j'ai repris. Très peu de temps après, il y a eu ce fameux pivot, ça a été, voilà, c'est un petit peu choc électrique de bon, ça suffit aussi de faire des choses qui au quotidien ne me plaisent pas trop, donc on va changer ça. Et j'ai du coup décidé de faire chance pour moi, au vu de ce de ce que je venais de vivre. D'un côté, la maternité, à quel point ça n'a pas été si simple que ça, que finalement je ne me suis pas découverte la volonté en tout cas de rester à la maison et de m'occuper de mes enfants de mon fils toute la journée. Ça ne fait pas partie de mes moteurs, si on ouais. part sur les moteurs. De la même façon que ce que je faisais au quotidien dans mon boulot faisait pas partie de mes moteurs. Donc à partir de là, il faut se dire ok, bon bah c'est quoi mes moteurs, c'est pas grave, on va réfléchir. Et voilà. Et donc j'ai fait chance pour moi-même, ça a été une super expérience où j'ai enfin pu mettre des mots sur ce qui vraiment me plaisait au quotidien, sans le vivre de manière coupable. On peut vis-à-vis de ma famille, je veux dire. Ouais. Et ça s'est fait super naturellement. Je suis allée vers un job qui est très multidisciplinaire, très dans l'action, très dans la coordination. Voilà, c'est le job de product manager. Personne ne sait ce que ça veut dire, mais voilà un peu les trois grands thèmes. Beaucoup dans l'écoute aussi. Donc c'est le fait d'appliquer une vision, ou plutôt de rendre concrète et réelle une vision dans un service ou un produit, qu'importe. Tout ça en étant très à l'écoute du retour de nos utilisateurs pour savoir ce qui leur va ou ce qui leur va moins, et dans une logique très interdisciplinaire, parce qu'on travaille avec, en l'occurrence, des designers, des développeurs, etc., où chacun apporte sa brique, et c'est la coordination de tous qui fait que que le produit, ou plutôt le résultat est bien et marche, quoi. Cette alliance est quelque chose qui moi, me porte complètement, et donc je suis absolument ravie de cette reconversion, et maintenant j'ai le sentiment d'avoir un vrai équilibre sur mes 4 piliers, sur ma vie pro, ma vie familiale. D'accord, mais concrètement, tu t'es donc déclassée au sein de ta propre boîte? Et oui, donc reconversion veut dire, et ben, courage d'abord, je Ouais. pense. Et je le dis pour tous ceux qui font chance, parce que on le sait pas quand on le fait, ou on s'en rend pas compte, mais ça demande énormément de courage et beaucoup d'humilité. Parce que ça veut dire aller chercher des choses que je m'envoie pas des fleurs, hein, mais je le dis vraiment sincèrement pour tous ceux qui font aujourd'hui ce genre d'expérience, qu'ils le Ouais. fassent seuls ou accompagnés. Mais c'est vraiment un moment très beau. Enfin, et il en faut être super fier. L'idée, c'est pas de le faire toutes les 2 minutes, mais quand ça se passe, bah, d'essayer au maximum d'en profiter, parce que c'est des moments où on prend du recul sur la vie et ça fait du bien. Et donc ça veut dire d'une certaine façon, bah, accepter de recommencer. Alors, il se trouve que moi, je suis, je pense, un peu addict du fait de sortir de ma zone de confort. Donc, ça m'allait, cette partie-là. Mais ça voulait aussi, ça impliquait aussi de plus être nécessairement dans la partie, dans la stratégie de la boîte, quoi. Ouais. Et quand c'est quelque chose qui est qu'on a vu naître et qu'on a développé et qu'on a passé, on a nos larmes, notre sueur, notre temps, notre énergie dedans, bah ça veut dire faire confiance, en fait. Ça veut dire faire confiance que d'autres feront ce qu'il faut pour que cette partie-là fonctionne, pendant que moi, eh ben on me fait confiance pour que moi je fasse
mon job et donc faire en sorte que je donne le meilleur de moi-même pour cette partie-là et voilà, et que collectivement on y arrive. Et c'est pas simple, alors, on va pas se mentir, c'est pas rose tous les jours. Je veux dire, c'est pas évident d'assumer le fait de dire, «OK, je suis Bah, bien une sûr. des fondatrices de cette boîte, mais en fait, je le dis de manière un peu, vulgaire et raccourcie, mais peut-être ça je sais pas si c'est le cas, mais ça me saoule de manager, c'est pas mon kiff, donc en fait, je préfère faire ce poste-là et être hyper épanouie. Je vous laisse gérer certaines parties de chance». Ouais, c'est exactement ça. Je savais que j'allais pas pouvoir, dans mon précédent job, accompagner la croissance qu'on souhaite à Chance, parce que par manque de juste d'intérêt pur et dur. Donc à ce moment-là, eh ben, il fallait faire un choix, quoi. Et donc j'ai décidé d'être dans mon flow, c'est-à-dire d'être vraiment intéressée par ce que je fais au quotidien pour être pleinement en mesure d'accompagner cette boîte du mieux que je peux. Parfois très difficile aussi de voir des décisions qui sont prises sans Ouais, moi. OK. Et, et le management, c'est un très bon point. Ça fait aussi partie des éléments que j'ai découvert ne pas vouloir faire. Parce que dans la vie de la boîte, j'ai à un moment été DG de la France. On était sur 2 pays, au Brésil et en France, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas fait pour moi. C'est pas quelque chose qui m'épanouit. C'est un truc que je vis difficilement en réalité, en tout cas pour le moment, qui est très lié au fait que quand on est modéré, hypersensible comme moi, bah c'est gérer des conflits, devoir gérer les émotions des gens, c'est quelque chose je suis pas à l'aise, quoi. Mais en plus, on Et nous dit tellement que manager, enfin, tu vois, le en Graal. plus, quand on a fait un parcours classique, bon, moi aussi j'ai fait un parcours classique, mais tu as l'impression que encore plus pour les générations d'avant, je pense que c'est en train de changer, que manager, c'est le pouvoir, c'est: «Ah, tu manages combien de personnes?» Plus tu manages de personnes, plus tu es quelqu'un d'important. Je pense, enfin, les gens se disent pas ça, mais je pense que c'est vraiment des biens inconscients. Alors qu'en Bien fait, tu te sûr. rends compte que les gens qui managent beaucoup de personnes, en général, c'est un nid à un nid à embrouille. Enfin, ça peut être quand même relativement compliqué et c'est beaucoup plus compliqué que ça de bien manager. Tu t'es dit, enfin, tu as reconnu ça, le fait: «Non, en fait, moi, j'ai pas envie de manager». Il y a une vraie, notamment en France, le management, c'est le Graal. Ouais. Ah, tu Faut trouves que c'est manager pour différent, par rapport à d'autres pays? ça, je pourrais pas être aussi certaine que ça, mais il me semble qu'en France, il y a vraiment cette injonction au management comme quoi c'est un peu la clé de la réussite. Et il faut vraiment distinguer manager, qui est un job en soi, qui veut dire beaucoup d'écoute, beaucoup de volonté d'accompagner, de faire grandir, et pas du tout le manager comme on peut l'imaginer parfois, c'est-à-dire Le autoritaire qui petit prend toutes les chef. décisions. Voilà, ça c'est pas du tout, enfin en tout cas moi dans ma définition du management. Et puis l'expert, c'est des gens qui veulent être très forts dans un secteur, dans un milieu, dans une fonction, et apporter le meilleur de leurs connaissances pour faire avancer les choses, mais sans nécessairement avoir ce titre de manager. Et on confond énormément les deux, je trouve, partout, je trouve. Ouais. Comme quoi le manager est forcément quelqu'un qui est techniquement très bon, ce qui est pas toujours, ce qui est d'ailleurs souvent le cas. C'est-à-dire on promeut au manager des gens qui sont techniquement très bons, mais qui sont très mauvais managers. C'est exactement comme je suis prof de maths parce que je suis doctorante en maths, n'importe quoi, mais j'ai aucune notion de pédagogie. C'est vraiment, c'est pour moi, c'est le meilleur parallèle. C'est vraiment, tu ne peux pas être prof si tu sais pas ce que c'est que la pédagogie. À la limite, la matière en elle-même, elle est importante. Voilà, faut savoir de quoi tu parles, évidemment. On va pas Ouais. mais par contre, ne pas comprendre comment le cerveau humain fonctionne et comment le cerveau humain apprend, pédagogie de manière générale, bah, tu seras mauvais prof. On en a parlé ensemble aussi au téléphone et tu l'as évoqué, tout à l'heure. Tu as parlé de ton hypersensibilité. C'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment, dont on entend pas mal parler dans les médias. Donc toi, tu nous as expliqué que tu as réalisé ça en faisant justement Chance. Est-ce qu'il y a eu d'autres éléments et dans ta vie de tous les jours, cette hypersensibilité, comment tu la gères? Euh, Bien. Non, c'est pas tout à fait vrai. Euh, voilà, bon, c'est un état de fait, c'est pas du tout dramatique, c'est très commun en réalité. Moi, je fais partie de la classe plutôt extravertie, hypersensible, donc c'est voilà, l'hypersensibilité, c'est une difficulté de faire des choix. Donc ça a un peu été l'histoire de ma vie avant que je commence à notamment Chance, Ouais. puis faire ma reconversion au sein de Chance. Ensuite, c'est le fait d'avoir des moments très émotifs, franchement un peu décalés. Donc moi, je sais pas, ça sera les gens qui applaudissent de manière générale. Que ce soit un essai au rugby dans un stade, et voilà, moi je m'effondre, c'est ridicule, ou les gens qui sont très synchronisés quand ils dansent, voilà, typiquement les danses irlandaises.
Bon, voilà, Attends, tout il ce faut qui est un petit préciser peu. en plus que tu es quand même mariée à un Irlandais, donc je pense que Ouais, dans le vieux cliché que je peux sortir, tu as dû t'en taper des danses irlandaises, non? absolument pas mal. Et là, systématiquement, c'est La Fontaine et c'est assez ridicule. C'est le fait à des enterrements de gens que je connais à peine, de devoir sortir tellement je suis en sanglots, je sanglote, quoi. Donc Ouais. voilà, c'est pas, Non, mais c'est pas c'est ridicule, des, c'est pas ridicule. Déjà de s'en rendre compte et puis, tu es dur avec toi, je trouve, de dire que c'est ridicule. Mais vas-y, continue. non, c'est des exemples. C'est juste pour montrer un petit peu ce que Oui, c'est. Et puis, bon, voilà, la gestion de conflits qui est compliquée, le fait de changer aussi. Alors ça, c'est peut-être le seul point de l'hypersensibilité sur lequel inconsciemment, je travaille énormément puisque je passe ma vie. Le changement est difficile pour les hypersensibles. Et moi, je passe ma vie à sortir de ma zone de confort. C'est comme si je voulais un peu lutter contre cet état-là. C'est peut-être le seul parti de l'hypersensibilité que je travaille, voilà. Mais ouais. sur les autres, bah, c'est quelque chose que je ne peux pas dépasser. Je l'ai essayé, j'y arrive pas, et en fait, c'est pas grave. Euh, Ça donne d'autres qualités. Dans mon job au quotidien, j'ai notamment, je dois parler beaucoup à nos utilisateurs, comprendre ce qui va pas, ce qui va, ce qui. Donc il y a une vraie nécessité d'empathie, une vraie nécessité de connecter, d'être à l'écoute, et ça me sert énormément. Je parle des utilisateurs, mais je parle aussi de l'équipe, tout le product management et autour du coordonner, travailler avec d'autres expertises, faire en sorte que les gens se parlent et travaillent ensemble, et c'est très très utile au quotidien. Donc voilà, il y a des choses qui sont pas forcément simples à gérer parfois. Le choix pour moi, ça reste quelque chose de très difficile. Ouais. Savoir ce que je veux moi versus ce que l'autre veut pour moi versus ce que la société veut pour moi, ça reste quelque chose qui m'épate d'ailleurs chez les autres, ceux qui savent profondément ce qu'ils veulent. Moi, ça m'épate. Je suis toujours en admiration devant ces gens-là. Il y en a plein. D'ailleurs, enfin, ouais, Ludo en fait partie, je pense. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas et voilà, bon, qui est pas drôle tous les jours, hein, on va pas se Ouais. mentir. Mais, euh, Tu mais bon, l'apprivoises. c'est ça. Il y a une partie qu'on apprivoise, une autre on give up. Voilà, on dit que c'est fini, on va pas nécessairement lutter parce qu'on n'a pas envie. Voilà. Donc moi, typiquement, le fait de plus être manager, ça fait partie de ça. On give up, je précise pour ceux qui sont pas, c'est abandonner, d'accord? C'est Je marrant parce que je m'excuse. repensais mais non, mais t'inquiète pas, je pensais tout à l'heure, tu as dit mindset. Je me dis: «Attends, mindset, est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire?» Mindset, c'est état d'esprit. Tu nous as dit les, burn-out, bore-out, c'est ceux qui s'ennuient tellement à leur travail, qui sont au bout de leur vie. Il y a eu un autre truc au début, ah oui, straight to the point. Je me suis dit: «Il y a peut-être des gens qui savent pas, c'est aller droit au but». Voilà, c'était plus ou moins ça. Merci. Ouais, ça fait un peu, ça fait en plus j'aime pas. J'ai le côté mixer les langues. C'est mon Oui. quotidien et du coup je Ça peut faire voilà. un peu Startup Nation. Là, il y a un film qui est sorti de Bruno Podalides, avec Ouais. Sandrine Kimberlin où justement, tu vois dans la bande annonce, Sandrine Kimberlin qui utilise, 50 000, mots comme ça, d'anglais et voilà, c'est vraiment, les extrêmes. Mais Bah oui. Hein. tu nous as pas utilisé le from scratch qui me Ah ouais. Ah, mais j'aurais pu en c'est-à-dire, faire plein tout du d'autres. début. Hein. On va catch up pour faire un brainstorm. Ça va bien se passer. Non, mais c'est ridicule. Ouais. Oui, non, mais En plus, ça rend le truc un peu inaccessible alors que ça devrait pas du tout. Mais voilà, il y a des mots en anglais, juste ils sont plus clairs. et puis, ouais Et vice versa et d'ailleurs. on va passer un peu au dernier round de questions. Moi, je fais ce que je Ouh, peux avec les mots. comment t'appelles ça, le killing round, non, comment Ah, t'appelles ça, le. je sais pas, on pourrait appeler ça le triptyque, de genre de fille, je sais pas, Ah yes, le parfois triptyque, ça je me parle. alors qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer? L'inaction, dans le sens où c'est un signe. Colère, c'est peut-être un peu fort, mais c'est un signe qu'il y a quelque chose qui va pas et de que voilà et faut aller au bout de la chose. Il faut se dire ok. D'une certaine façon, c'est un peu trop facile de se dire ça ira mieux après, ou peut-être que si j'attends encore un mois, ça va aller mieux. C'est de laisser un peu végéter des états qui sont nocifs pour soi, mais aussi pour les autres. Et je pense qu'on se rend pas forcément compte de ça quand on est inactif dans le sens où on sait qu'il y a un truc qui va pas, mais qu'on veut rien en faire. C'est ça qui m'énerve en particulier, hein, pas le fait de rien faire. Ça, c'est très bien de chiller de temps en temps, mais euh, mais voilà. D'accord. Quel genre de fille es-tu, Clémence? Ah. euh, Celle-ci, Positive. tu pouvais t'y attendre à celle-ci, hein. Celle-ci, on pouvait effectivement lire à travers les lignes. Je dirais positive, bosseuse, honnête, pudique, hypersensible,
addict à la sortie de zone de confort. D'accord. Et merci beaucoup Clémence pour cet échange et puis, je te dis à bientôt. Un grand merci Anne-Laure. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de Genre de Filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de Genre de Filles, suivez-moi @Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut!